Bon, donc là on est sur une décision du Conseil d'État donc concernant la transidentité, notamment en termes de travail, je crois. Donc on va lire, j'ai repéré le passage où on a effectivement le contexte. Alors, il ressort des pièces du dossier que Paul Longfield a sollicité d'un tribunal de l'État de Virginie aux États-Unis qui leur donne de remplacer ce prénom et ce nom par ceux de Camille. À la suite de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2019 par cette juridiction, Camille a sollicité. Alors Madame, oui, donc ouais, donc c'est toujours Camille. Ah non, Madame CD a sollicité. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis DA, donc est-ce que c'est toujours Camille? À mon avis, ça doit être Camille a sollicité auprès de ses anciens employeurs, donc les sociétés TAJ, donc devenues des sociétés d'avocats, des sociétés d'avocats, la rectification de ses noms, prénoms et sexes sur l'ensemble des documents la concernant en possession de ces derniers, ainsi que la communication de ces documents rectifiés. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés de plainte tendant à ce que cette dernière mette en demeure ces sociétés de procéder à la rectification demandée et de lui fournir les documents ainsi rectifiés. Par un courrier du 25 juin 2021, la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, a informé Camille de la clôture de ses plaintes. Donc en gros, les plaintes n'ont pas abouti. Cette dernière demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision donc de la CNIL, donc de clôturer les plaintes, de ne pas donner suite à ces plaintes, et du rejet du recours gracieux qu'elle a présenté contre celle-ci. Je vous rappelle, un recours gracieux, c'est lorsque vous demandez à l'auteur d'une décision de retirer sa décision tout simplement. Et là, en l'occurrence, ce qu'a fait Camille, c'était de demander à la CNIL de retirer sa décision de clôture des plaintes. Voilà. En premier lieu, alors donc là, j'essaie de voir. Donc là ici le Conseil d'État rappelle le cadre juridique. Je vais pas vous lire parce que c'est redondant. Voilà, donc vous avez le cadre juridique avec le règlement général des données personnelles et vous avez aussi le cadre juridique applicable ici, c'est le règlement général des données personnelles. Donc le règlement du 27 avril 2016. Voilà. Donc le fameux RGPD. Alors, il est constant que les données à caractère personnel dont Camille demande la rectification figurent sur des documents produits antérieurement à l'ordonnance du 23 décembre 2019. Donc l'ordonnance qui a autorisé, si je puis dire, le changement de sexe à l'état civil de Camille. Dont il ressort des pièces du dossier qu'elle ne présente, donc l'ordonnance ne présente en tout état de cause aucun caractère rétroactif. Donc ça veut dire que l'ordonnance qui est rendue par le juge aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, oui, l'État de Virginie aux États-Unis, donc l'ordonnance du juge états-unien n'a pas pour conséquence de modifier la situation de Camille avant le 23 décembre 2019. En gros, pas d'effet rétroactif. Par suite, l'indication sur les documents du nom de Paul Longfield, alors salarié des entreprises concernées, ne présente pas un caractère inexact. Le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de mettre en demeure les responsables de traitement de rectifier les données, la CNIL aurait méconnu l'article 16 du RGPD ne peut donc qu'être écarté. Voilà. Donc en somme, là le premier argument en fait qui a été traité par le Conseil d'État, c'était de dire malheureusement la décision du juge états-unien, elle peut pas supprimer on va dire la mention, si je puis dire, de l'ancien nom de Camille en fait, parce que la décision du juge états-unien n'a pas d'effet rétroactif. Par contre, si on avait des documents qui étaient rédigés postérieurement à l'ordonnance
à la décision du juge états-unien qui a autorisé, si je puis dire, le changement de sexe à l'état civil, là on aurait eu... là, Camille aurait été en droit de demander que ces documents comportent son nouveau nom, à savoir Camille, et non plus Paul Longfield. Voilà. En deuxième lieu, donc dès lors que les décisions attaquées sont exclusivement fondées sur ce que les données à caractère personnel en cause ne présentent pas un caractère inexact et n'avaient pas vocation à être rectifiées, et sur ce qu'elles sont par ailleurs conservées par les anciens employeurs de la requérante dans le cadre des obligations que leur impose le Code du travail, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre que ces décisions présenteraient un caractère discriminatoire et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, et donc qui concerne le principe de non-discrimination, ainsi que le principe de non-discrimination garanti par l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pas plus que les dispositions du code pénal. Voilà. Salut Jashugan, bienvenue à toi. Et Thermomix sur toi. Alors attends, je vais... Thermomix sur toi. Ouais, donc là concrètement en fait ce qu'il faut retenir c'est que là il n'y a pas non plus de discrimination à ce que l'ancien employeur continue de conserver les données. Salut Paloma, bienvenue à toi. Ici il n'y a pas d'obligation de l'ancien employeur il n'y a pas de violation, de discrimination commise par l'ancien employeur à conserver les données parce que malheureusement l'employeur en fait est tenu de conserver les anciennes données. Voilà, il est tenu de les conserver et du coup, malheureusement, c'est la loi qui lui impose de conserver les documents. Donc malheureusement, c'est le droit français qui est transphobe. Voilà, et c'est dommage. Alors, contrairement à ce qui est soutenu donc les décisions de clôture de plaintes litigieuses, donc ce que je vous rappelle que ici la CNIL avait refusé donc la Commission nationale informatique et liberté avait refusé de faire droit aux plaintes de Camille pour qu'elle puisse obtenir la rectification des documents avec son nouveau nom. Donc la décision de clôture des plaintes ne font nullement obstacle à la reconnaissance juridique des personnes ayant changé de sexe. LOL. En outre, dès lors que les bulletins de paie et autres documents produits par les sociétés en cause antérieurement à la décision du juge ayant procédé au changement d'état de sexe, dès lors que les bulletins de paie et autres documents ne présente pas un caractère inexact. Le refus de la CNIL d'enjoindre à chacune de ces sociétés de faire droit à la demande de rectification dont elles ont été saisies ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc là, en fait, ici... Encore une fois, le Conseil d'État part du principe que les documents ne sont pas inexacts, puisqu'encore une fois, comment on appelle ça ? Puisqu'encore une fois, ici, comme l'ordonnance, la décision du juge des États-Unis qui a procédé au changement de sexe ne produit pas d'effet rétroactif et du coup n'oblige pas les anciennes, les autres, on va dire toute personne qui contiendrait, n'oblige pas à ce que les anciens documents, à ce que les documents qui portent l'ancien nom de Camille soient modifiés. Du coup, les informations qui sont contenues sont pas inexactes. Voilà. Parce que avant, elle s'appelait Paul Longfield. Voilà. Donc, malheureusement, c'est le droit qui est mal foutu. Voilà. Et malheureusement pour le Conseil d'État, les différents arguments qui attrait à la violation du droit au respect de la vie privée ou même la violation du principe de non-discrimination,
eh ben, tous ces arguments, ils sont balancés, ils sont à balancer à la poubelle parce que le Conseil d'État part du principe que les informations, à savoir le fait de mettre l'ancien nom de Camille, c'est pas inexact. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et du coup, il n'y a pas d'obligation, pour l'ancien employeur à apporter des modifications aux documents. Alors juridiquement, malheureusement, ça se tient, puisque en somme, je pense que c'est le problème de termes inexacts, puisque malheureusement Camille avant était identifié comme homme auparavant. Du coup, le sexe à l'état civil, elle était homme. Et du coup, on part du principe que l'information est pas fausse, puisqu'avant c'était un homme, et puis après elle est devenue, elle a été identifiée comme femme. Donc encore une fois, juridiquement, je parle juridiquement, mais politiquement, on est d'accord que c'est terrible. C'est terrible pour les personnes trans, parce que malheureusement, elles sont obligées de faire face à leur ancien nom. Voilà, elles sont obligées de devoir se remanger à la gueule le fait que avant t'étais un homme. Voilà. Et ça peut créer, j'imagine que ça peut créer une souffrance pour une souffrance psychologique pour la personne qui est en pleine transition, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, peut-être que je fais fausse route, etc. Ou peut-être que je suis un peu trop conciliant, un peu trop dans une approche juridique. Mais bon, encore une fois, si on s'en tient au mot inexact, on peut pas dire que c'est faux de dire que avant, elle avait un nom, elle avait pour nom Paul avant. Malheureusement. Donc dans ce cas-là, moi il faudrait faire une modification du droit, quoi, en fait. Attends, mais ça porte sur les documents futurs, ce qui a déjà été produit. Alors, c'est sur ce qui a été déjà produit, Floffinette. Excuse-moi, salut à toi. Parce que, pour information, l'enjeu, c'était d'anciens documents qui avaient été produits. C'était des documents qui avaient été produits avant le changement de sexe à l'état civil. Et c'est ce que disait le Conseil d'État, c'est que la décision du juge... Alors, c'était aux États-Unis. Il y a eu un changement de sexe qui a été fait aux États-Unis. Donc Camille avait des anciens avait constaté qu'il y avait des anciens des documents anciens qui portaient son ancien nom, donc son nom masculin. Et du coup, elle en demandait la modification. Sauf que le Conseil d'État a dit, malheureusement, c'est pas possible, madame, parce que, malheureusement, la décision du juge, elle n'a pas d'effet rétroactif. Elle peut pas obliger toute personne à modifier les documents sur lesquels il y aurait votre ancien nom. C'est pas possible. On peut pas remettre en cause on va dire les informations qui existaient. On peut pas remettre votre situation d'avant. Voilà. Du coup, on peut pas remettre en cause les informations sur votre état civil qui existait avant l'ordonnance. Voilà. Enfin, avant la décision du juge des États-Unis, du juge états-unien. Voilà. Donc du coup, par contre, pour les documents futurs, là clairement, je pense que pour les documents futurs, il y a obligation d'indiquer le nouveau nom. Parce que sinon, si la personne continue bec les ongles à mettre l'ancien nom, là on pourrait éventuellement peut-être, alors je demanderais peut-être au travailliste, mais il y aurait peut-être éventuellement une discrimination à raison de l'identité de genre, quoi. Voilà. Ce qui est déjà sorti. Alors, ce qui est déjà sorti, c'est dommage, mais c'est logique. Non, oui, malheureusement, ouais, c'est. Mais disons que encore une fois, il y a des conséquences pour la personne. Je pense que pour la personne qui est en pleine transition, ça doit lui faire mal.
si je puis dire, de devoir se retaper son ancien nom, quoi. Ça l'empêche, si je puis dire, ça peut lui faire du mal et lui dire ah putain ouais on veut vraiment pas que je tourne la page. Ce manque de rétroactivité concerne tous les changements d'état civil, pas seulement le genre. J'ai déjà changé de nom de famille à mes 18 ans et tous mes documents antérieurs sont à l'ancien nom avec impossibilité de les changer, genre mon diplôme du bac, etc. Ouais, je pense que malheureusement on va te sortir l'argument, et c'est ce qui avait été indiqué dans les quelques affaires que j'avais pu lire de la Cour européenne des droits de l'homme, impératif d'assurer une cohérence dans la gestion des actes d'état civil. Voilà, parce que malheureusement le problème c'est, et encore une fois, la cohérence des actes à l'état civil, c'est important parce que il suffit que des informations inexactes figurent, admettons, je sais pas, sur des déclarations que vous devez faire auprès d'une administration pour obtenir des aides, et vous pouvez l'avoir dans le cul parce qu'on vous dit les informations que vous avez données, elles sont erronées, etc. Et du coup, ça entraîne des couacs. Voilà, ou pour des aides, ou même peut-être pour d'autres démarches. Là-dessus, j'ai pas envie de dire, de bêtises, mais c'est important en fait malheureusement d'assurer une cohérence dans les actes d'état civil. Après, bien sûr, c'est toute la difficulté d'assurer cette cohérence tout en préservant, bien évidemment, les droits des personnes trans à l'autodétermination et au respect de leur identité. Alors en plus là je regarde, je suis toujours en capsule, donc je vais couper la capsule et je vais continuer à réagir à vos commentaires.